Hier, concernant le dossier du Liban, les États-Unis ont annoncé qu'un accord avait été conclu entre le gouvernement libanais et les Israéliens. Alors, quels en sont les points? Quelles sont les conditions ou les clauses de cet accord? L'accord prévoit que le Hezbollah doit, semble-t-il, cesser toutes les attaques et se retirer au sud du fleuve Litani. C'est le premier point. Le Liban a déclaré qu'il n'avait aucune intention hostile envers Israël et aurait désigné le Hezbollah comme un ennemi de l'État libanais. Les forces armées libanaises prendraient le contrôle exclusif de la sécurité dans les zones désignées, en excluant les groupes armés non étatiques. Les deux parties réaffirment qu'elles ne cherchent pas le conflit l'une avec l'autre et conviennent de poursuivre des discussions directes en vue d'accords plus larges sur la sécurité et la paix. Les négociations politiques et sécuritaires devraient reprendre pendant la semaine du 22 juin avec la médiation continue des États-Unis. Quand on regarde ça, est-ce que tu penses que ça a du sens pour quelqu'un au Liban? Je ne parle pas du gouvernement, mais des gens, et du Hezbollah, parce que le problème avec Israël, c'est le conflit entre le Hezbollah et le Liban. Et la question de l'occupation du sud du Liban n'a rien à voir avec le gouvernement libanais. Alors, comment tu vois les choses? Parce que Donald Trump est d'une certaine manière désespéré. Il sait que l'Iran lui met la pression, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient attaquer le nord d'Israël. Et on voit bien qu'il a réagi avec une sorte de « je ne vois pas vraiment d'avenir pour cet accord ». Mais selon toi, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Israël et du Liban? Le projet de proposition que vous venez de lire, celui qui a été rédigé hier, vient soit de Washington, soit d'une collaboration entre Washington et Israël. C'est eux qui l'ont écrit, et ils comptaient le remettre au gouvernement libanais en disant « Voilà l'accord que vous allez présenter ». Il est tout simplement impossible que ce texte vienne du Liban ou de quelqu'un au Liban, si on parle franchement. Et ce qu'on a à Beyrouth en ce moment, c'est ce qu'on appelle un gouvernement sous tutelle, un gouvernement de fiduciaires. Vous savez, c'est un peu comme dans une prison. Le directeur nomme quelques détenus pour servir de responsables auprès des autres prisonniers. Ils n'ont aucun pouvoir réel, aucune souveraineté. Ils sont là juste symboliquement, pour gérer, disons, les détenus. Eh bien, c'est exactement ce que sont Joseph Aoun et Nawaf Salam, le président et le premier ministre du Liban aujourd'hui. Ces personnes sont en réalité nommées par les États-Unis et par Israël. Donc c'est un contrôle totalement américain et sioniste sur le Liban. Et leur objectif, celui des États-Unis, ils l'ont dit très clairement. Tom Barak, c'est l'ancien homme de confiance de Trump, son intermédiaire dans les affaires de la région. Ensuite, il a été promu envoyé spécial ou ambassadeur en Turquie, et tout à coup, il devient envoyé spécial chargé du Liban. Il a été très clair sur le fait qu'il veut voir une guerre civile éclater au Liban. Il n'emploie pas ces mots exacts, mais il parle d'utiliser l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. En pratique, ça revient à encourager ou à imposer l'idée d'une guerre civile armée au Liban. Et vous savez, c'est très facile pour les Américains de parler comme ça parce qu'ils ne sont pas libanais. Ils n'ont aucun intérêt direct au Liban. Le Liban, pour les Américains, ce n'est qu'une case sur un échiquier. Et pour Israël, c'est un territoire qu'ils veulent annexer, tout simplement. Alors, quand on entend Tom Barak, Trump ou n'importe qui venant des États-Unis, du Conseil atlantique ou du département d'État, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le département d'État américain, qui est en réalité une annexe de l'ambassade d'Israël. Quand on entend ce genre de discours, c'est juste une façon de dénoncer cette collaboration entre les États-Unis et Israël, tout en faisant semblant d'être deux acteurs distincts. Les États-Unis prétendent vouloir freiner Israël, alors qu'en réalité, ils forment un partenariat absolument parfait. Ils sont sur la même ligne, mot pour mot. Les Américains ne se soucient pas des civils libanais.
Pour eux, les Arabes qui vivent dans le sud du Liban ne sont qu'une gêne. Et ils aimeraient les voir partir. Ils voudraient que cette zone soit vidée de sa population, comme Gaza et la Cisjordanie, pour faire place à plus de colonies, à plus d'expansion d'Israël. C'est donc un élément important du projet du Grand Israël, l'annexion du Sud-Liban, pas seulement jusqu'au fleuve Litanie, parce qu'Israël a besoin de cette source d'eau douce. Ils ne peuvent pas dépendre du dessalement. Ils ont besoin de l'eau douce du Liban. En réalité, Israël a toujours convoité l'eau du Liban. Ils veulent la voler. Vous voyez, ils veulent s'emparer de ce fleuve, de cette eau, comme ils ont pris le plateau du Golan, comme ils prévoient encore de le faire. Et c'est important, Nima, il ne s'agit pas seulement du fleuve Litanie. Israël voudrait une zone tampon au-delà du Litanie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'il y a sur la terre au Liban, mais aussi de ce qu'il y a au large. On parle ici de gisements de gaz naturel au large des côtes libanaises. Les États-Unis, à travers leurs différents agents et institutions financières, et en alimentant beaucoup de divisions confessionnelles et de querelles entre milliardaires libanais, ont fait en sorte que le Liban ne puisse pas exploiter ces gisements de gaz naturel au large du Levant. Du coup, pendant que les milliardaires se disputent pour savoir qui va en profiter, rien n'est vraiment exploité. Le Liban reste une économie à moitié morte, complètement dysfonctionnelle, avec une monnaie en chute libre. Bref, un désastre total. Et tout ça, c'est voulu. Parce qu'Israël a toujours cherché à maintenir ses ressources énergétiques du Liban comme un actif non productif, pour gagner du temps, le temps de se mettre en position pour les récupérer. Et aujourd'hui, ils sont tout près d'y parvenir. Et c'est l'un des principaux objectifs dans tout ça, en plus de l'eau douce bien sûr, et aussi de s'emparer de terres agricoles extrêmement fertiles. Un peu de la même manière, les Israéliens ont déjà volé et occupé illégalement les fermes de Sheba. C'est aussi un territoire libanais. Et ce sont des terres agricoles très rentables, très fertiles, qu'Israël cherche à prendre pour ensuite y produire et exporter ses produits. Et si on regarde ce que fait Israël à chaque fois qu'il s'empare d'un territoire, il se met très vite à développer les ressources économiques des terres qu'il a prises. Ensuite, il veut en faire un atout économique rentable. Et dans leur logique, ça vient encore renforcer d'une certaine façon la justification de leur présence. Ils vont l'occuper illégalement, ils vont la garder, et ils diront, eh bien, vous savez, les gens qui étaient là avant, les Palestiniens ou d'autres, eux, ils ne faisaient rien de cette terre. Now it's profitable. Now it's developed, and it's because of us, the Israelis. So they will, if they're allowed to, they will continue this pattern of behavior into Lebanon, onshore and offshore. That's the first thing. So they've cloaked this under the idea of security. Okay. And then one of the big sort of frauds in all of this, unfortunately, and really this is at the core of a lot of the problems in the region, and the big enabler of Israel is to label everybody a terrorist. Anybody that is opposing their aggression, their occupation, and remember, Nima, Israel has, throughout all of this and years prior to October 7th, Israel has always maintained possession illegally of Lebanese territory. They never fully withdrew. Ils ne se sont jamais complètement retirés du Sud-Liban. Ils occupent encore illégalement certaines portions de territoire dans le Sud-Liban. C'est pour ça que le Hezbollah existe. Dès le départ, le Hezbollah, en tant que mouvement politique, en tant que milice locale, une milice de défense, un mouvement armé de libération, s'est formé pour s'opposer à l'occupation illégale de leurs terres. Par définition, selon le droit international et la Charte des Nations Unies, c'est ainsi que le Hezbollah est classé. Et cela vaut aussi pour la résistance palestinienne. Voilà. C'est pour cette raison qu'ils ont le mandat de faire ce qu'ils font.
En fin de compte, il s'agit de défendre la frontière, parce que l'armée libanaise, ce qu'ils appellent l'armée libanaise, avec tout le respect qu'on leur doit, n'est en réalité qu'une force de sécurité intérieure un peu renforcée. Domestic security force. The Americans, because of, and this is coming. Les Américains, à cause de ça, et ça vient d'Israël, l'un des rôles importants du lobby israélien aux États-Unis, c'est de faire en sorte que Washington mette la pression pour dicter les conditions à l'armée libanaise. En gros, ce qu'elle peut acheter ou pas, militairement parlant. Et Israël a insisté pour que Washington impose des restrictions à l'armée libanaise. Pas de défense aérienne, interdit par les Américains, pas de force aérienne non plus, interdit par les Américains. C'est un peu absurde quand on y pense, mais c'est la réalité actuelle au Liban, parce qu'Israël voulait garder un contrôle total sur l'espace aérien libanais depuis plusieurs décennies. L'une des raisons importantes à cela, c'est qu'Israël voulait avoir accès à l'espace aérien libanais pour pouvoir y envoyer ses avions de chasse de l'armée israélienne et tirer des missiles sur la Syrie pendant 15 ans, en toute impunité. Et si le Liban avait eu une défense aérienne, ou simplement la capacité de contrôler son propre espace aérien, Israël n'aurait pas pu agir, en quelque sorte, comme la force aérienne d'Al-Qaïda ou des rebelles modérés en Syrie. À partir de 2011, jusqu'à ce que Al-Qaïda prenne le contrôle de Damas avec Mohamed al-Jolani, qu'on appelle aujourd'hui al-Sharar, Ahmed al-Sharar. Donc, Abu Mohamed al-Jolani, Ahmed al-Sharar. Je crois que c'est bien ça. Oui, donc l'ancien adjoint d'Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique et le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie que Donald Trump a encensé, invité à la Maison-Blanche en lui passant du parfum et en faisant des selfies avec lui. C'est un chef d'Al-Qaïda qui décapite des gens, d'accord? Il a bénéficié du soutien aérien d'Israël. Lui et tous les autres terroristes soutenus par les États-Unis, soutenus par Israël, formés et soutenus par la Jordanie, soutenus par la Turquie, par la France, par les Pays-Bas, par le Royaume-Uni, par l'Allemagne, en fait par quasiment toute l'OTAN, sans oublier l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït. Le Liban est donc très important, parce que cela a permis un déploiement constant et surtout très sûr de missiles, de munitions et d'autres armements frappant sans arrêt des cibles en Syrie. Cela a fini par transformer le pays en un État failli, en détruisant les infrastructures, tout en prétendant viser le Hezbollah. C'est pour ça que c'est un point clé. Et c'est aussi pour ça qu'il est très facile de créer une situation de guerre civile au Liban. C'est très facile pour les États-Unis et pour Israël d'essayer d'orchestrer tout ça, d'accord? Mais le fait est que l'armée libanaise, elle, n'est pas équipée pour combattre le Hezbollah. Elle ne le fera pas. Et je ne crois pas qu'elle en ait réellement la capacité. Ce serait le début d'une guerre civile confessionnelle au Liban, tu vois, alors que le pays sort à peine de décennies de guerre civile imposée par l'Occident et par Israël. La première guerre civile libanaise a d'ailleurs été présentée d'une manière telle que même les Libanais ont fini par croire qu'il s'agissait d'un conflit interne entre factions du pays. Résultat, ils sont restés méfiants, divisés, avec une mentalité partisane et confessionnelle qui s'est enracinée. Pourtant, quand on regarde l'histoire avec un peu de recul, c'est évident, ce n'était pas une guerre civile, c'était une guerre étrangère. Le Liban a été utilisé comme champ de bataille pour tout ça. C'était, à bien des égards, une guerre entre la Syrie et Israël, avant tout. Et le Liban en était le terrain. Les États-Unis, eux, intervenaient tantôt en coulisses, tantôt sur le devant de la scène, pendant l'administration Reagan. Puis plus tard, à travers l'argent de l'USAID, la CIA, agissant discrètement pour maintenir ce niveau d'instabilité et de dysfonctionnement dans le pays. Et nous voilà en 2026. L'Amérique, les néoconservateurs,
le parti belliciste mené par Donald Trump et Netanyahou en Israël pensent être tout près d'atteindre leur objectif final, celui d'éliminer toute dissidence, toute résistance au Levant. Le problème, c'est que ce ne sera sans doute pas réalisable. It's probably not going to be practical. It's not going to work. And the idea that Ça ne va pas marcher. Et l'idée qu'un gouvernement libanais puisse déclarer qu'il ne souhaite aucun mal à Israël, alors qu'Israël massacre des civils libanais, massacre des gens à Beyrouth, à Tyr, partout à Nabatie, dans tout le sud, c'est risible. C'est une trahison totale du peuple libanais par ce gouvernement marionnette, ce gouvernement aux ordres des États-Unis, des Américains et d'Israël. C'est honteux qu'un responsable libanais puisse lire une telle déclaration. Mais on voit bien qu'elle a été rédigée à Washington. C'est évident. C'est vraiment quelle arrogance dans cette déclaration. C'est un texte rédigé à l'étranger, probablement à Tel Aviv, validé à Washington, puis remis au président et au premier ministre libanais. Et on leur dit « lisez ça ». Et voilà. Donc en réalité, c'est presque impossible pour eux de mettre ça en œuvre. Sans parler du fait qu'Israël bombarde en toute impunité. Il frappe maintenant un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Tyr. Il y a tellement de civilisations superposées les unes aux autres à Tyr. C'est un lieu magnifique, un morceau d'histoire absolument fascinant. Et Israël n'a aucun scrupule, pas plus que les États-Unis, à raser cette ville, à la transformer en un tas de gravats, puis à faire venir Jared Kushner ou n'importe qui d'autre pour construire de nouvelles tours là-bas et dire qu'il y aura un complexe touristique. Ça ne leur pose absolument aucun problème. Alexandre le Grand, les Égyptiens, les Byzantins, les Romains et bien d'autres encore. Il y a tellement d'histoires à Tyr. Et puis, l'excuse qu'avance Israël, c'est qu'il y aurait le Hezbollah caché dans le quartier chrétien. Donc ils disent qu'ils vont tout aplatir, avec, vous savez, un ratio de victimes d'environ 80% de civils pour 20% de combattants. Tant de civils vont mourir. Mais ce n'est pas seulement ça. Il s'agit de détruire les habitations. Il y a aussi un grand camp de réfugiés palestiniens encore à Tyr. Je ne sais pas combien de personnes y vivent, mais c'est extrêmement dense. Je suis allé à Tyr plusieurs fois. Je connais très bien l'endroit. C'est vraiment surpeuplé, plus de 200 000 personnes dans ce tout petit camp de réfugiés palestiniens. Alors, Israël va s'en servir comme prétexte, comme ils l'ont toujours fait. C'est constant. Pendant la guerre civile libanaise, dans les années 80 et 90, tout le fondement de l'intervention israélienne, c'était qu'ils éliminaient des terroristes palestiniens au Liban. Et maintenant, c'est le tour du Hezbollah. Exactement le même prétexte. Le Hezbollah n'existerait pas sans l'occupation illégale et brutale du sud du Liban par Israël. Point final. Et le Hezbollah n'est pas un proxy de l'Iran. C'est un argument complètement fabriqué, répété à l'infini par les États-Unis. D'accord? C'est pas vrai. Le Hezbollah vient clairement du Sud-Liban. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils n'ont pas de branche terroriste expéditionnaire. D'accord? C'est pas Al-Qaïda, ce n'est pas Daesh. D'accord? Peu importe ce que vous pensez que ces organisations sont vraiment, mais ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est comme ça qu'ils ont été classés légalement et interdits par les États-Unis, Israël, Bruxelles, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et quelques autres pays européens, le Canada et les États-Unis, et c'est tout. Et ça donne en gros carte blanche pour bombarder massivement n'importe quel endroit où l'on soupçonne que ces soi-disant terroristes se trouvent. Regardez Gaza, par exemple. C'est tout le fondement du génocide à Gaza. C'était une guerre contre le terrorisme. C'est sous cette bannière qu'Israël a commis ce génocide. Tout simplement. Donc c'est la même chose. C'est la source de beaucoup de problèmes dans la région. Ce sont ces définitions, ces étiquettes, qui donnent aux auteurs, aux États, le droit de mettre en œuvre
des politiques de terreur d'État, d'anéantissement total, au nom de la guerre contre le terrorisme, selon leur propre justification juridique. Et c'est ça qui crée l'instabilité, qui provoque les crises, qui déclenche les guerres. C'est pour la même raison que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran. Ils affirment que l'Iran est un État terroriste, qu'il finance le terrorisme, et ainsi de suite. Mais au fond, si on met de côté toutes ces étiquettes, toute personne qui résiste à l'agression ou à l'occupation des États-Unis ou d'Israël sera, à un moment ou à un autre, qualifiée de terroriste par le système juridique occidental et bien sûr par Israël. C'est un schéma constant qui se répète depuis 50 ou 60 ans, disons plutôt 50 ans, et surtout au cours des 30 dernières années. Et moi, d'un point de vue académique et objectif, je soutiens qu'on ne peut pas avoir de véritable dialogue, ni d'analyse sérieuse et impartiale, ni de solution, encore moins de règlement politique, tant que les États-Unis et leurs alliés s'accrochent à cette politique qui consiste à interdire, à étiqueter et à qualifier de terroriste toute forme de résistance face aux crimes de guerre, au génocide, à l'occupation ou à l'apartheid. Et c'est un vrai problème, historiquement. Je pense qu'on regardera cette période de l'histoire, Nima, surtout les 40 dernières années, et qu'on se rendra compte à quel point ça a été une catastrophe absolue. Et ça a été une catastrophe parce qu'on lui a donné une couverture légale, tout simplement, pour passer outre le droit international, tu vois. Donc cette idée, c'est la base de toute l'action israélienne. Ils ne croient pas qu'ils doivent respecter ou reconnaître le droit humanitaire, les Nations Unies, le droit international, rien du tout, parce qu'ils mènent une guerre contre le terrorisme, purement et simplement. Et je pense que si on a la chance de vivre assez longtemps, en tant que société, pour pouvoir prendre du recul et analyser ces 40 dernières années, eh bien les experts concluront exactement cela, malgré tout ce que les gens peuvent dire aujourd'hui.